Bonjour à tous. Alors, on est vraiment ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode des rendez-vous du reporting de durabilité. Alors, aujourd'hui, vous êtes plus de 1000 inscrits. On a eu beaucoup de succès avec ce webcast. Donc, comme je disais, on a plaisir à vous retrouver. On a reçu vraiment beaucoup de questions en amont et donc on a tenté de les adresser absolument toutes. Voilà. Donc, dans les questions qu'on a reçues, on nous a demandé de bien comprendre les éléments clés relatifs à la directive Content et relatifs à la simplification des ESRS. On nous a demandé comment les entreprises globales vont gérer les rapports CSRD, IFRS. On nous a demandé également comment va évoluer l'architecture du rapport de durabilité, le niveau de détail attendu. Donc, bon, je vous ai cité quelques questions reçues en amont. C'est des questions des personnes inscrites. Voilà, donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des simplifications et du contexte réglementaire qui est très mouvant, et donc notamment de notre fameux omnibus. Alors c'est un webcast qui, vous le savez, s'adresse à une large population. On va couvrir des points pour les entreprises qui ont déjà appliqué la CSRD l'an dernier et pour d'autres qui n'ont pas encore appliqué ou démarré. Donc, on va essayer d'être très pédagogique et puis pour chaque population, on va essayer de faire ressortir également les enjeux opérationnels. Voilà, donc où en est-on du projet de réglementation? Quelles sont les évolutions pour le reporting de durabilité? On rappellera, on peut aller sur le slide d'agenda, mais on rappellera du coup le contexte. Et puis, on vous présentera surtout les éléments de manière assez simple et binaire, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont applicables dès maintenant, puis il y a des textes qui ne sont pas applicables encore, mais dont il faut prendre connaissance. Et également, on fera un focus particulier sur la simplification des ESRS et ensuite un zoom sur les implications opérationnelles pour les entreprises dites de vague 1 et pour les entreprises dites de vague 2, et on reviendra sur le sujet. Alors, on peut aller à la slide suivante. Je serai accompagnée aujourd'hui d'Anne Parenti, de Marion Horry et de Axel Vigne. Vous n'oubliez pas sur le slide d'après nos alertes techniques qui sont disponibles sur notre site pour suivre l'actualité en temps réel. Et également sur le slide suivant, nous avons également organisé pour vous une demi-journée dédiée à la durabilité qui aura lieu le 6 novembre lors de nos journées PwC des reporting. Voilà, alors la différence entre aujourd'hui, notre webcast, et le 6 novembre, mais aujourd'hui, on vous fait un tour d'horizon assez high level. On va quand même rester ensemble plus d'une heure, donc malgré tout, on va quand même détailler un certain nombre de sujets, mais surtout le 6 novembre, on rentrera dans le pratique et dans le technique en répondant aux vraies questions de clôture, voilà, et en rentrant dans les détails. Donc, on va pouvoir aller au slide suivant. Peut-être un petit rappel du contexte. Alors oui, on est dans la deuxième année d'application de la CSRD pour les entreprises de vague 1. Et oui, cette CSRD, elle s'inscrit dans le Green Deal européen avec du coup maintenant une volonté de simplification via les séries d'omnibus et suite au fameux rapport Draghi. Donc je rappelle, ça c'est des petits rappels, tout le monde est à peu près au fait de ça, mais on a deux objectifs principaux qui nous intéressent aujourd'hui avec cet omnibus. L'objectif principal, c'était de retirer 80% des entreprises du scope de la CSRD en relevant les seuils. Et puis le deuxième gros objectif, c'est de simplifier les exigences de reporting. Alors, avant de commencer dans ces éléments de contexte, il nous semblait important de rappeler quelques mots de la BCE en cette rentrée, et notamment avec la mise en garde de Christine Lagarde cet été sur les risques d'une restriction trop forte du champ d'application de la CSRD, et notamment lié au fait que ça affaiblirait la capacité du système financier européen à évaluer les risques climatiques. Voilà. À l'international, on parle beaucoup de l'ISSB avec Emmanuel Faber et de la fameuse Global Baseline et de l'interopérabilité. C'est évidemment clé et vous le verrez que dans les révisions proposées des ESRS, l'interopérabilité fait partie d'une des boussoles de révision. Voilà. On parle aussi beaucoup des US avec l'abandon de la loi SEC sur le climat. Mais côté US, il faut également noter l'adoption en local dans certains États, comme par exemple en Californie, mais il y en a d'autres qui touchent également un grand nombre d'entreprises avec des obligations donc locales.
On a des entreprises, nous on reçoit des questions tous les jours chez PwC avec des entreprises qui doivent cette année reporter sous la loi de l'État de Californie. Voilà, donc c'est du concret. On a également la première application en Australie d'un quasi ISSB, donc côté Australie, et ça c'est applicable dès cette année également. Donc on voit bien que l'interopérabilité, c'est un vrai sujet, on a des vrais sujets de référentiel et on a des entreprises qui veulent évidemment éviter de faire 2 fois le travail. Et donc, à titre d'exemple de comment ça peut se passer, on a donc en ce moment des entreprises qui appliquent les ESRS, des entreprises européennes, des entreprises françaises, et qui malgré tout, pour certaines filiales, doivent aussi faire attention à d'autres référentiels. Par exemple, quand on a un sous-palier australien, avec la réglementation australienne. Alors, c'est sûr que les ESRS étant très ambitieuses, ça donne quand même un socle, mais malgré tout, il y a des points d'attention avec des référentiels différents. Et donc, on parle également aussi beaucoup de la Chine, qui met en place des réglementations ambitieuses, et notamment, pour certaines, avec une approche de double matérialité et un large spectre de thématiques couvertes ESG. Voilà. Et par ailleurs, le président chinois a affirmé la semaine dernière, que l'avenir appartenait aux énergies renouvelables et qu'il se fixait des objectifs de réduction des émissions avec une baisse de 7 à 10% d'ici 2035. Donc, bon, ça c'était pour quelques mots de contexte. On pourrait en dire beaucoup plus parce qu'il se passe énormément de choses. Malgré tout, on va en revenir maintenant à Omnibus. Donc, on est dans cette deuxième année d'application de la CSRD pour les entreprises de la vague 1. Vous allez voir, on va détailler où nous en sommes des simplifications et surtout, on va regarder les évolutions de la CSRD et de la taxonomie avec un mot sur la directive Due Diligence, mais sans rentrer dans les détails. Donc, la proposition Omnibus, je le rappelle, elle a été publiée en début d'année par la Commission européenne. Elle couvre différents aspects de la CSRD et notamment, sans surprise, la réduction du champ d'application, moins d'entreprises, avec le relèvement des seuils, mais également l'abandon du passage à une assurance raisonnable. Et vous savez que l'assurance raisonnable, c'est l'assurance qui est donnée sur les comptes. Donc finalement, sur ce point d'assurance, dans le projet, l'ambition a été revue à la baisse. Et je rappelle que tous ces textes, parce qu'on va avoir tendance à dire avant, après, etc., mais tous ces textes sont encore en projet, sauf certains donc, qui sont applicables dès maintenant, et on va bien vous faire la pédagogie sur applicable, non applicable. Mais les projets Omnibus, comme Content ou la révision des ESRS, ne le sont pas encore. On reviendra avec Axel sur la directive Stop the Clock, qui, elle, est applicable, on va le voir. Et on insiste donc beaucoup sur la simplification, mais en toile de fond, on a quand même une question qui nous taraude. C'est est-ce qu'en simplifiant, on ne risque pas de perdre en ambition ou en cohérence dans les messages à force de réduire le scope, réduire le reporting? Eh bien, peut-être un peu des deux, finalement. Il y a un besoin de simplification, mais il y a aussi un besoin de stabilité. Et puis, il y a aussi un besoin de clarté sur ce qui va vraiment changer pour chacun. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Voilà. Alors, phase actuelle et priorité. Donc, le message dans ce webcast, pour faire très simple, l'idée, c'est quand même de vous rassurer aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'actualités réglementaires, on va dire beaucoup de choses, mais finalement, le message à la fin, c'est que cette année, il se passe beaucoup de choses, mais on n'est pas dans une révolution, et ni pour les vagues 1, ni pour les vagues 2. Donc, pour les vagues 1, je dirais, il est venu le temps de la phase de consolidation et de la stabilité. Donc, il va falloir évidemment prioriser les prochains chantiers, et on en redira quelques mots tout à l'heure avec Anne et Marion. Donc, l'idée, c'est pas de révolution. Les efforts ont été faits l'année dernière et on est dans une phase de consolidation. Voilà. Ensuite, pour les vagues 2, c'est plutôt le temps du choix et de l'étalement de l'effort, avec un focus sur le reporting volontaire. Les entreprises ont à leur main tout un panel d'options possibles. Est-ce qu'on va faire des ESRS complètes de manière volontaire? Est-ce qu'on va faire du partiel? Est-ce qu'on va faire du simili des PEF? Est-ce qu'on va faire du référentiel VSME? Il y a beaucoup d'options avec une boussole en toile de fond qui sera la pertinence de ce référentiel. Et puis, un petit rappel, parce que ça faisait partie des questions qu'on nous a posées, il n'y a plus d'obligation de DPEF cette année. Donc, comme c'est une question qui revient souvent, on vous le confirme. Et donc, dans cette période de transition, il y a des choix et surtout un étalement de l'effort à faire. Voilà. Donc, on va être très basique. On peut aller sur le slide d'après.
Donc, on va rentrer là dans le vif du sujet. Vous voyez, ce slide récapitule en termes de synthèse. On a nos fameux textes qui sont déjà applicables, d'autres non, mais avec quelques subtilités malgré tout, n'est-ce pas Axel? Donc, les textes applicables. Stop the clock, c'est quoi? C'est une pause pour les vagues 2 et 3. Et Axel rappellera cette notion de vague. Donc, en attendant la redéfinition des seuils, c'est une pause. Ça, c'est applicable dès maintenant. D'accord? Acte délégué quick fix sur les ESRS, c'est une progressivité et une flexibilité sur les disclosures. C'est applicable dès maintenant. Ça arrive un peu tard, mais malgré tout, applicable dès maintenant. On va le détailler. Acte délégué taxonomie, c'est un nouvel acte délégué. Ce n'est pas une révolution, mais il y a quand même quelques nouveautés intéressantes. Voilà. Et ensuite, la recommandation VSME, elle est également applicable dès maintenant. J'en parle pas ici, c'est Axel qui va vous en dire quelques mots. Et puis ensuite, on a les textes non encore applicables, mais qui sont à suivre de manière assez importante, car il y a des subtilités. Donc, on parlera évidemment de la directive Content et de la révision des normes de reporting USRS. Donc, on vous a mis une frise avec les dates. C'est une frise qui était plutôt pour faire l'objet d'une synthèse au démarrage, mais comme on va vous détailler chaque texte, je ne la commente pas maintenant. Vous voyez qu'il y a 3 dates importantes qui sont entourées, qui sont évidemment les dates d'application du quick fix, de la taxonomie, de la directive Content et du set one des ESRS. Mais Axel, je te passe la main pour nous permettre de rentrer dans ces sujets. Merci Anne, bonjour à toutes et à tous. Donc, on peut commencer effectivement par regarder tout d'abord quels sont les textes applicables, donc d'ores et déjà pour l'exercice 2025. Donc, on peut aller sur la slide suivante. Et on va commencer donc avec la directive Stop the Clock. Donc, cette directive, c'est le premier texte du paquet Omnibus qui a été adopté et publié. Donc, comme l'a indiqué déjà Anne, son objectif, c'est de reporter de 2 ans l'obligation d'établir un rapport de durabilité pour les entreprises des vagues 2 et des vagues 3 dans l'attente de la prochaine définition du scope de la CSRD par la directive Content, et on reviendra plus en détail sur ce projet de directive Content. Stop the Clock, ça reporte également d'1 an les obligations de la CSDDD, donc de la directive sur le devoir de vigilance. Donc, pour ce qui est de la date d'adoption, donc on l'a dit, la directive a déjà été adoptée. Elle a été transposée en droit français par la loi DADU du 30 avril 2025. Donc, elle est bien d'ores et déjà applicable et donc permet aux entreprises de la vague 2 d'être exemptées de l'obligation d'établir un rapport de durabilité sur les exercices 2025 et 2026. On peut passer à la slide suivante. Alors, un autre texte d'ores et déjà applicable également, et que Anne a déjà évoqué, c'est l'acte délégué Quick Fix. Donc, cet acte délégué, il est définitivement adopté. On attend encore sa publication au journal officiel de l'Union européenne, qui est attendue pour mi-novembre. Donc, ce qu'il introduit, cet acte délégué, il va notamment prolonger à 3 ans l'application des mesures de progressivité qui sont prévues pour les effets financiers anticipés et certains indicateurs sociaux de la norme S1. Donc, en fait, ça va permettre aux entreprises de la vague 1 de les soulager et donc de leur permettre de continuer sur les exercices 2025 et 2026 à omettre donc les informations qui portent notamment sur les effets financiers anticipés qui sont effectivement compliqués à fournir. Autre nouveauté introduite par l'acte délégué Quick Fix, c'est l'omission possible de l'intégralité des informations qui figurent dans les normes E4, donc biodiversité, S2, travailleurs dans la chaîne de valeur, S3, communauté affectée, et S4, utilisateurs et consommateurs finaux. Alors, on parle d'omission possible. En réalité, c'est un abus de langage parce que les entreprises, si l'une de ces normes s'avère matérielle pour elles, eh bien, elles vont quand même devoir fournir des informations minimales qui sont listées donc, par la norme ESRS2 et qu'on vous a indiqué sur la slide suivante. Allez sur la slide suivante, vous allez les voir. Donc, elles sont en gras. Donc, si l'une des normes donc, que je viens d'évoquer est matérielle pour l'entreprise va devoir, à minima,
expliquer le lien donc, entre le sujet matériel et son business model, sa stratégie, et puis également décrire brièvement les politiques, les plans d'action, les targets et les métriques pertinents. Donc, il y a de la flexibilité qui est laissée à la main de l'entité, qui peut vraiment donc, se limiter à l'essentiel des informations sur le sujet qui sera matériel pour elle. Mais par contre, il faut bien maintenir ces 4 normes dans l'analyse de matérialité. Alors, merci beaucoup Axel. Donc, avec Stop the Clock, je comprends qu'on appuie sur pause et puis tu as été très clair sur les sujets quick fix. Moi, je retiens qu'on a reçu quand même pas mal de questions très concrètes sur le quick fix. Et puis, comme je l'ai dit, finalement, ce texte, il arrive un peu tard pour les entreprises qui ont déjà appliqué l'année dernière et qui ont fait l'effort l'année dernière. Alors, bon, je vais caricaturer, mais on a reçu des questions comme, et on peut aller au slide suivant, est-ce que je suis obligée d'appliquer le quick fix? Alors, la réponse est non, on n'est pas obligé. C'est une flexibilité qui est apportée en cette deuxième année, mais on n'est pas obligé de l'appliquer parce que les entreprises sont inquiètes. Comme elles ont fait l'effort l'année dernière, elles ont peur de devoir rechanger beaucoup de choses. Voilà. Ou encore, est-ce que si je veux faire des coupes, est-ce que je peux enlever certaines informations comme je le souhaite? Donc, comme l'a expliqué Axel, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Il y a un certain cadre à suivre, c'est-à-dire se demander déjà si ces normes sont matérielles, oui, non, et puis ensuite respecter le minimum d'informations qui est requis, tel que ce que Axel a mentionné. Mais on a quand même de la flexibilité. Alors, notre recommandation, ce n'est pas non plus pour les entreprises qui ont fait l'effort, qui ont été dans une granularité en expliquant des choses pertinentes, de les retirer. Hein, on ne va pas les encourager particulièrement à le faire. En tout cas, elles ont la possibilité de le faire. Voilà. Et puis, il y a d'autres questions du type également, est-ce que quand je décris mes politiques, mes plans d'action, etc., alors c'est un peu plus technique, mais est-ce qu'il faut absolument que j'applique la granularité des minimum disclosure requirements? Eh bien, a priori, non. Il y a de la flexibilité également là-dessus. Voilà. On a reçu également plein d'autres questions, mais du coup, je m'arrête là. Voilà. Donc, on voit qu'avec le texte Quick Fix, c'est dès cette année. Ce n'est pas une révolution, mais ça apporte un peu de flexibilité. Notre recommandation, c'est quand même de ne pas tout chambouler et de garder les informations pertinentes quand l'effort a été fait. Acte délégué taxonomie, on peut passer à la slide suivante. Et Axel, je te repasse la main. Oui, alors un autre texte applicable également donc, dès cette année, c'est l'acte délégué taxonomie. Donc, comme l'a indiqué Anne, pas non plus de texte révolutionnaire, hein, mais quand même un texte qui va apporter certains allègements que l'on vous présente. Donc, c'est l'introduction d'un seuil de matérialité de 10% par ICP. Ça va être aussi des simplifications, mais à la marge du DNSH pollution qui reste malgré tout complexe, et puis également de nouveaux templates simplifiés. On va avoir également des allègements spécifiques prévus pour le secteur financier. Pour ce qui est de la date d'adoption, alors en réalité, on est sur un texte quasi adopté parce que le texte est encore en scrutiny période du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne. Donc, on devrait avoir une adoption définitive du texte au plus tard le 4 janvier 2026. Et pour ce qui est de la date d'application, donc ces allègements, ils sont applicables aux publications taxonomie à compter du 1er janvier 2026, avec toutefois la possibilité pour les entreprises de reporter d'1 an l'application de cet acte délégué et donc d'appliquer pour la clôture 2025 eh bien, la même réglementation qu'elles avaient appliquée pour l'exercice 2024. Merci Axel. Donc là encore, on voit qu'on n'est pas avec une révolution de la taxonomie et puis surtout, on est sur de la flexibilité apportée parce qu'on n'est pas obligé d'appliquer. Alors, on reçoit beaucoup de questions en ce moment sur quand même quelques dispositifs, quelques dispositions de ce texte taxonomie. Je voulais quand même revenir sur cette notion du seuil des 10% en cumulé pour chaque KPI, le chiffre d'affaires, le CAPEX, les OPEX. Donc, le texte dit bien qu'une activité, elle est présumée non matérielle si la valeur mais cumulée des activités concernées est inférieure à 10% du dénominateur du KPI. Voilà. Et donc, malgré tout, et ça c'est un point important, pour ces activités qui seraient considérées comme non matérielles, il faudra quand même publier dans la note taxonomie des informations sur le secteur économique auquel appartiennent ces activités non matérielles et puis une explication également de leur non-matérialité. Voilà. Je voulais également redire un petit mot
sur les templates simplifiés. Donc, on a des templates qui remplacent les précédents avec un template synthétique qui regroupe les données clés pour chaque indicateur et puis un template détaillé qui est par activité et par KPI et qui est à dupliquer par KPI. On a une suppression de tous les templates gaz et nucléaire. Voilà. Et puis, il y a l'ajout, du coup, dans ces templates d'un ratio sur les parts des activités alignées parmi les activités éligibles. Il y aura de la pédagogie à faire pour que ce ne soit pas misleading par rapport aux autres KPI dans l'affichage. Voilà. Et finalement, ça fait une réduction significative du nombre d'éléments à reporter sur la taxonomie, mais ce n'est en rien une simplification de l'analyse, parce que le gros de la simplification de l'analyse arrivera plus tard avec la taxonomie, avec une révision des critères techniques qui est prévue, mais qui n'est pas encore faite. Malgré tout, ils ont quand même simplifié le DNSH pollution, notamment en supprimant le fameux dernier paragraphe du DNSH pollution qui est relatif à la réglementation CLP et qui finalement permet quoi? De réduire tout simplement le nombre de substances à analyser, ce qui n'est pas rien. Voilà. Et on a également des clarifications sur les applications des exemptions sur ce DNSH pollution qui sont liées aux réglementations européennes. Alors, encore une fois, tout ça n'est pas parfait parce qu'on a certains critères où la taxonomie est maintenant finalement alignée aux réglementations européennes, c'est-à-dire aux substances qu'on a le droit ou non d'utiliser et aux exemptions du coup. Et puis, il reste quand même des critères techniques du DNSH pollution qui ne sont pas alignés avec ces réglementations européennes. Alors, malgré tout, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de rentrer dans plus de détails que ça, mais c'était quand même intéressant de faire cette overview. On a également chez PwC tout un overview sur les changements dédiés au secteur financier. Je vous rappelle que le 6 novembre, lors de notre journée PwC des reporting, il y aura tout un focus dédié au secteur FS et on reviendra notamment sur ces éléments liés à la taxonomie. Alors, de la même manière, on s'est pris au jeu en vous proposant de lister ici des questions qu'on nous posait régulièrement là, sur les sujets taxonomie. Donc, premièrement, est-ce que le seuil de 10% est à appliquer par KPI ou au titre de tous les KPI? Je pense que j'ai donné la réponse tout à l'heure. Donc, on est bien sur un seuil de 10% à appliquer par KPI. Ensuite, on a eu pas mal de questions sur est-ce que ce seuil des 10%, il s'applique pour l'éligibilité et pour l'alignement? Alors, attention, c'est presque ni l'un ni l'autre parce qu'il y a beaucoup de questions autour de la notion d'activité économique. Ce seuil des 10%, il est introduit pour faciliter la vie des entreprises et pas pour les obliger à faire toute l'analyse d'éligibilité, etc. Donc, il y aura un sujet de transparence et de niveau de transparence de comment est-ce qu'on a fait à quoi est-ce qu'on a appliqué ce seuil des 10% et à cette notion d'activité économique. Et évidemment, on n'est pas en train d'appliquer ce seuil des 10% sur des taux d'alignement parce que sinon, là, en tout cas, ce n'est pas ce qui est prévu. Voilà. Ensuite, on a eu pas mal de questions sur quid des clôtures décalées parce qu'on a des entreprises qui auraient aimé appliquer dès maintenant le texte. Malheureusement, vous l'avez entendu avec Axel, il faut bien suivre la date d'application de l'acte délégué taxonomie à partir des publications 1er janvier 2026. Ensuite, on a également eu des questions de est-ce que je suis obligée d'utiliser les nouveaux templates? Alors, vous avez complètement bien entendu. L'acte délégué, il n'est pas obligatoire en cette première année. On a la possibilité d'appliquer les anciens textes. Par contre, point d'attention, c'est qu'on ne peut pas faire son marché et appliquer certaines dispositions de l'ancien, d'autres dispositions du nouveau. La notion de cherry picking est à laisser de côté. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on pourrait de la même manière passer beaucoup de temps sur la taxonomie et on a encore beaucoup de choses à vous dire. Donc finalement, Axel, ce que je te propose, c'est de passer aux autres textes applicables et notamment, nous en avions encore un qui était celui de VSME. Je te laisse la main. Oui, merci Anne. Donc, effectivement, là, sur VSME, donc c'est le standard, la norme d'application volontaire pour les PME non cotées. On a une recommandation de la Commission européenne. Donc là, on est sur un statut de test qui est quand même
texte différent de celui d'un acte délégué ou encore d'une directive. Mais malgré tout, donc, on a cette recommandation de la Commission européenne donc, qui recommande aux PME non cotées, qui ne sont pas dans le scope actuel de la CSRD, d'appliquer la norme VSME qui a été élaborée par les FRAG. Juste pour en dire quelques mots, cette norme VSME, c'est une norme simplifiée, proportionnée aux ressources, aux besoins des PME non cotées, et donc simplifiée notamment parce qu'il n'y a pas d'analyse de double matérialité, il n'y a pas non plus d'assurance obligatoire, c'est une norme d'application volontaire pour les PME non cotées qui souhaitent faire un rapport de durabilité. Alors juste une petite précision sur cette norme VSME, elle est peut-être amenée à évoluer. On verra, puisqu'effectivement, on a la directive, le projet de directive Content qui prévoit qu'une future norme d'application volontaire devra être adoptée par la Commission européenne et qui s'appuiera sur cette norme VSME de l'EFRAG. Donc, pour l'instant, on ne connaît pas vraiment la teneur définitive de cette future norme. Est-ce que ça sera l'actuelle norme VSME ou plutôt une évolution de l'actuelle norme VSME? Tout dépendra finalement des négociations donc, au niveau européen et notamment sur le futur champ d'application de la CSRD. Alors, merci beaucoup, Axel, pour cet éclairage. Bon, on a passé du temps sur les textes applicables. Vous nous avez entendu parler un certain temps et du coup, bon, certes, il y a des actualités. Par contre, comme évoqué au début, c'est plutôt rassurant parce qu'on n'est pas sur des révolutions. Maintenant, les textes non applicables, Axel, et moi, je dirais que ça se corse un petit peu. Parce que dans les textes non applicables, on peut avoir l'impression que c'est pour plus tard. Or, il y a des choses à surveiller de près. D'accord? Donc, certains sujets vont peut-être avoir de l'importance dès maintenant. Et je voudrais que tu commences, Axel, par nous parler de la directive Content. Oui, alors, effectivement, donc là, on est encore vraiment sur un projet directive Content et le gros sujet de cette directive, vous le savez, Anne l'a déjà évoqué, c'est la nouvelle définition du scope de la CSRD avec l'objectif quand même de réduire de manière très importante l'actuel champ d'application de la CSRD et on y reviendra un peu plus en détail. Cette directive Content, donc c'est pas seulement une question de seuil, elle va aussi définir le nouveau contenu, d'où directive Content. C'est celle aussi qui prévoit l'abandon du passage à une assurance raisonnable. Anne l'a déjà évoqué, mais on va avoir aussi des choses, par exemple, sur la taxonomie, où on va également, cette directive Content, elle prévoit uniquement un reporting taxonomie pour des entreprises qui vont dépasser certains seuils. Et puis, on a également tout un volet CSDDD, directive donc sur le devoir de vigilance, où là encore, l'objectif, c'est de restreindre le champ d'application de cette directive européenne. Donc, on est encore sur un projet en cours. Pour ce qui est de la date d'application, on n'a pas encore d'indication très claire. Sans doute une application exercice 2027, mais peut-être aussi une application dès l'exercice 2026. Tout dépendra finalement de l'avancée des travaux au niveau européen sur ce texte. On peut aller sur la slide suivante où on a fait un focus donc justement sur ces questions de seuil de la CSRD qui sont amenées à évoluer. Donc, on vous a rappelé les seuils de la CSRD actuelle, donc sur la colonne tout à gauche, versus les seuils qui sont proposés, donc là, dans le cadre du projet de la directive Content, donc avec notamment donc, la proposition de la Commission européenne qui a introduit un seuil de 1000 salariés, mais auquel est venu ajouter un seuil de 450 millions d'euros par le Conseil de l'Union européenne. Et puis, au niveau du Parlement européen, alors pour l'instant, on n'a pas de position encore définitive sur le texte de la directive, parce que le vote du Parlement européen interviendra fin octobre. Mais là, dans les propositions que l'on voit passer, donc on a des seuils de salariés, donc là, de 3000 salariés, 1750 salariés, voire 1000 salariés. Donc voilà, ce qu'il faut retenir sur cette question des seuils, c'est que pour l'instant, rien n'est figé, rien n'est stabilisé et que tout encore peut évoluer donc, au cours des prochains mois. Je vous propose de passer à la slide suivante, juste, sur le calendrier potentiel de l'adoption de la directive Content, pour voir justement quelles sont les prochaines étapes. Donc, prochaines étapes, je viens de l'indiquer, ça va être le vote par le Parlement européen. Et à la suite de ce vote, on va avoir la fameuse procédure de trilogue qui va pouvoir débuter entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Ils vont devoir se mettre d'accord sur un texte commun, ce qui risque de prendre un petit peu de temps. Et donc, on n'aurait sans doute pas d'adoption définitive de la directive Content avant début 2026 au plus tôt, voire mi-2026. Merci beaucoup, Axel. Donc, en fait, ce que je retiens là de ce que tu viens de nous dire, c'est que,
cette notion de vague, finalement, elle n'est plus très pertinente parce qu'avec cette directive Content, on aura un seuil fixé avec des entreprises qui devront appliquer la CSRD et ensuite des entreprises qui seront plutôt dans le champ du volontaire. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, la deuxième chose que je retiens, c'est on sait qu'on ne sait pas et qu'il faut être très prudent sur cette notion de seuil, car tout est en négociation et du coup, on va suivre ça de manière très précise dans les prochains mois, notamment également lorsque le trilogue démarrera. Voilà. Donc, on a un autre sujet clé qui découle aussi de cette directive Content, mais qui est, et on peut aller au slide suivant, la simplification du set one des ESRS qui s'inscrit bien dans cette directive Content. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, simplification du set one des ESRS? Tout simplement, on avait un référentiel de reporting avec nos normes ESRS qui ont été appliquées la première année. Elles sont en révision. Il y a un projet de texte qui a été soumis à consultation et la consultation s'est terminée hier. Les parties prenantes ont remonté leurs commentaires à l'EFRAG. Et maintenant, la question que j'ai envie de te poser, Axel, c'est est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Et notamment, la question que tout le monde se pose, c'est mais quand est-ce qu'on va pouvoir appliquer ces normes simplifiées? Alors, je sais bien que pour l'instant, c'est des projets, mais il faut que tu nous expliques un petit peu le planning, là. Voilà. Oui, alors malheureusement, Anne, je n'ai pas de réponse encore très claire sur la date d'application, puisqu'encore une fois, donc vraiment pas de certitude. On aurait sans doute une application donc, possiblement sur l'exercice 2027, avec peut-être l'option pour les entreprises qui le souhaiteraient, une application par anticipation dès l'exercice 2026. C'est en tout cas ce que la commissaire européenne donc, sur ce dossier a récemment donné comme information donc, lors d'un entretien. Et ce qu'on comprend de leur prise de parole, c'est qu'en tout cas, ils font tout pour accélérer ce dossier et pour que justement cette application volontaire possible dès 2026 soit confirmée. Voilà. Et ensuite, il y a peut-être une autre information importante pour les participants à la conférence, c'est quand est-ce qu'on aura la proposition définitive, donc ce fameux avis technique. On peut peut-être afficher la frise juste après. Voilà. Oui, donc là, pour l'instant, donc vous avez à l'écran l'étape actuelle, donc la consultation publique sur les exposés sondages que l'EFRAG a publiés, donc a pris fin hier. Donc maintenant, l'EFRAG va analyser les réponses qu'il a pu recevoir et ensuite, donc il transmettra son avis technique à la Commission européenne au plus tard fin novembre 2025. Bon, merci beaucoup Axel. Alors là, on a commencé à toucher du doigt le sujet de l'application des normes ESRS, mais finalement, on n'est pas encore allé au bout du sujet parce que finalement, la question qui arrive derrière, c'est est-ce que je peux anticiper ou non les normes ou les projets de normes, pour être très précise, dès cet exercice? Ça, c'est ce qu'on entend comme question des entreprises et évidemment, ça paraît enfin, on comprend pourquoi ils posent cette question. Il y a des choses très intéressantes. Donc, à ce stade, l'application, elle est en théorie pas pour l'exercice reporting fiscalière 2025, Axel l'a dit, mais l'idée n'est pas non plus de se mettre des œillères complètement. Il y a peut-être, en tout cas, certaines choses qui sont possibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments dans ces projets de normes qui sont plutôt de l'ordre de la clarification et pas de la modification. Donc, ça vient apporter un éclairage et pas forcément changer la règle. Donc, ces éléments-là, on pourrait envisager de les appliquer dès maintenant, donc dès le reporting Q25. En revanche, il faut rester prudent et regarder ces éléments au cas par cas. Il a d'ailleurs été demandé à l'EFRAG à de nombreuses reprises lors de la consultation de clarifier ces éléments qui pourraient être applicables tout de suite. Voilà. Donc maintenant, je pense une fois qu'on a parlé calendrier, vous vous demandez tous ce que comportent ces révisions. Alors c'est parti, on y va. Donc on peut passer à la slide suivante. Là, l'idée, c'est que résumer toutes les révisions des ESRS en rentrant dans énormément de détails, ce n'est pas possible aujourd'hui, mais on vous a quand même proposé et on a fait des choix pour vous souligner des choses qui nous paraissaient particulièrement importantes. Donc là, on commence doucement. On vous a rappelé que c'est une révision de 12 normes. Donc, il y a 12 normes avec un certain nombre de documents qui ont été publiés. J'en citerai peut-être 3. Évidemment, les 12 normes.
Ensuite, du coup, le sujet de la guidance, avec la non-mandatory illustrative guidance, qui est quand même un document dont il faut prendre connaissance. Il y a également les basis for conclusion, qui comprennent un certain nombre d'informations importantes, et notamment, du coup, une synthèse des grands changements pour ceux que ça intéresse. Et il y a également, du coup, sur le site de l'EFRAG, un one-pager avec un briefing des principaux changements qui est quand même intéressant. Voilà, on peut aller au slide suivant. On a l'EFRAG qui a beaucoup communiqué sur une réduction de 68% du nombre de data points, mais il faut prendre un peu de recul par rapport à ce chiffre. Alors 68% déjà, c'est un vrai comptage, il a été fait par l'EFRAG, il ne prend pas en compte les éléments fusionnés, donc c'est un vrai chiffre. Mais le comptage, ça ne fait pas tout. Et même si ça donne un ordre de grandeur intéressant, prenons ce recul. Donc déjà, toutes les entreprises n'appliquaient pas 100% des data points, c'est-à-dire qu'aucune entreprise ne partait sur la base des 100%, donc des fameux 1200 data points. Il y avait le filtre de matérialité, analyse de matérialité, il y avait le filtre de matérialité de l'information. Voilà, donc on ne partait pas sur les 100%. Ensuite, 2, tous les data points ne demandent évidemment pas le même effort. Par exemple, description des compétences de la gouvernance versus description des politiques ou description des plans d'action versus calcul d'un scope 3, on parle évidemment de choses très différentes. Et donc, ça ne demande pas le même effort. Et donc, décrire les politiques et les plans d'action, on a beau réduire la granularité obligatoire des data points dans les projets de normes et la simplification a du bon, malgré tout, il ne faut pas perdre de vue qu'il faudra heureusement toujours décrire ces politiques et ces plans d'action. Et si on veut le faire correctement, il faut en dire suffisamment. Donc l'important, ça reste encore et toujours la qualité du reporting, et notamment évidemment l'ambition et la transparence sur les actions et les politiques de l'entreprise, avec du coup les explications sur la stratégie de durabilité et les leviers que l'entreprise va utiliser. Et donc 68% des data points ne veut pas dire 68% de réduction de l'effort pour les entreprises dans la préparation, et tout ne se vaut pas. Voilà, c'était un petit caveat important. On vous a également remis dans le slide d'après la vue sur les diminutions par data point, par sujet. Ça donne quand même une idée des propositions de réduction par sujet. Et ensuite, sur le slide d'après, on vous a rappelé les boussoles, les leviers de simplification qui ont été utilisés par l'EFRAG. Alors, je ne vais pas rentrer dans les sujets, mais c'est bien de se remémorer quelles ont été les boussoles de l'EFRAG. Ils se sont dit, on va simplifier cette analyse de matérialité, on va améliorer la lisibilité, on va apporter de la flexibilité dans la structure, on va éliminer les doublons, on va clarifier les définitions, on va introduire des allègements structurants, c'est un point très important. Et notre boussole de l'interopérabilité avec les normes internationales est omniprésente. Voilà, donc ces boussoles-là sont importantes. Je ne m'étends pas davantage, mais en tout cas, ça a drivé le travail qui a été fait. Ensuite, un autre point important dont on ne parle pas assez, à mon sens, c'est que l'EFRAG a travaillé du coup sur des projets de normes, mais il y a certains sujets qui ont été mis de côté. Pourquoi ? Parce que c'est des sujets qui seront traités au niveau de la Commission européenne et pas par l'EFRAG. Donc, certains sujets qui pourtant sont très structurants, vous le verrez, ne sont pas reflétés dans les projets de normes, et notamment les sujets liés à la confidentialité de l'information et les données sensibles, le fameux sujet sur qu'est-ce que ça veut dire la compatibilité à 1,5, bah ça c'est pareil, c'est pas traité dans les projets de l'EFRAG. Les dispositions transitoires, évidemment, ça a été traité par la Commission européenne au travers de Quick Fix, etc., etc. Donc, il faut garder en tête qu'il y a certains sujets qui ont été descopés de la to-do de l'EFRAG et qui sont adressés par ailleurs. Ensuite, je l'ai dit un tout petit peu, avant de rentrer dans notre overview des modifications ESRS, l'EFRAG a également mis en ligne une FAQ synthétique, et avec ce two-pager, one-pager, des synthèses de modifications qui est quand même assez intéressante. Donc nous, comment est-ce qu'on a procédé là, pour ce matin, pour vous présenter des choses qui nous semblaient importantes? On a structuré notre présentation au travers de ces boîtes. Donc, on va vous parler de Fair Presentation, on va vous parler de périmètre, on va vous parler d'analyse de matérialité, on va vous parler de matérialité de l'information,
On va vous parler d'allègement et de dispositifs d'allègement. On va vous parler de structure et on va vous parler d'effets financiers anticipés. Au travers de ça, on a quand même couvert un certain nombre de choses. Vous verrez que nos boîtes sont assez détaillées. On ne va pas expliquer toutes nos boîtes, sinon on va passer la matinée ensemble. Alors, ce serait pour mon plus grand plaisir, mais je pense que votre temps est limité. Donc, on a sélectionné certains éléments qu'on va illustrer maintenant. Voilà. Donc, on y va. La notion de fair presentation. Donc, vous voyez, on a mis des petites ampoules sur les éléments qu'on va particulièrement commenter. Donc, cette notion de fair presentation, tout le monde en parle beaucoup. Elle était déjà présente dans les caractéristiques qualitatives de l'information. On ne va pas rentrer dans tous les débats actuels autour de cette notion, mais il y a peut-être quand même 3 idées à retenir. 1, la fair presentation, c'est quoi? Ben déjà, c'est que les entreprises, elles ne doivent pas faire un simple travail de compliance, évidemment, mais elles doivent s'engager, elles doivent s'engager à présenter ce qui donne une image fidèle de leurs impacts, de leurs risques et de leurs opportunités. On n'est pas sur un simple travail de compliance. Donc, sur la fair presentation, il faut aussi garder en tête l'esprit du texte, donner une image fidèle, quitte à ajouter des informations si besoin pour donner cette image fidèle. Et notamment avec les informations entités spécifiques qui peuvent être essentielles. Donc, la fair presentation, un autre point important, c'est que ce n'est pas la porte ouverte pour supprimer ou remplacer tous les indicateurs officiels prévus par la norme à la manière de chacun. Et enfin, comme souvent, sur Fair Presentation, moi je préfère toujours parler avec des exemples. Donc prenons un exemple qui d'ailleurs est cité dans la norme. C'est le seul cas cité dans la norme avec la notion de Fair Presentation. C'est la notion de contrôle opérationnel qui est explicitement prévu dans la norme en lien avec cette notion de Fair Presentation. Et donc, ce cas de contrôle opérationnel, il est relatif au sujet du climat et aux émissions de gaz à effet de serre. Que dit le projet de norme? Alors, je vais utiliser l'abus de langage avant, après, mais attention, vous l'avez bien tous compris, on n'est pas sur des textes définitifs. Donc, mon exemple, c'est moi, entreprise, je reporte dans mon état de durabilité aux bornes de mon périmètre financier. D'accord. Mais je peux être amenée à devoir ajouter de l'information lorsque j'opère des sites que je ne détiens pas. Mais je les opère et ils émettent des émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans ce cas, le projet de norme nous dit, il faut donner une fair presentation et il faudra donc ajouter une information en plus sur les émissions des sites que j'opère. Voilà pour l'exemple. Donc ça, c'est ce que nous présente la norme et vous voyez bien que cette notion de fair presentation, ici, elle est plutôt liée à un ajout pour donner une fair presentation. Voilà. Et donc, ça fait une transition naturelle vers notre deuxième boîte et notre deuxième sujet. On va toucher au sujet du périmètre. On peut rester sur la slide d'avant, pardon. C'est la deuxième boîte. Donc, notre deuxième boîte, elle est liée au périmètre. Donc, reporting monetary. On a évoqué ce sujet de périmètre à l'instant avec Fair Presentation, mais maintenant, je veux vous le présenter sous l'angle que demandaient les textes avant, que vont demander les textes après. Je le répète, je le dis après, mais on est bien sur des projets de texte. Donc, avant, ce que proposait la norme, les normes ESRS, c'est d'avoir une approche additive. C'est-à-dire qu'on disait, mon périmètre de durabilité, c'est le même que le périmètre de mes états financiers. En revanche, et notamment pour le climat, mais pas que, je rajoute aux émissions les émissions de sites que j'opère, qui sont sous contrôle opérationnel. Et donc ça, c'est ce que disait la norme avant, et j'étais censée du coup faire l'addition de ces deux reportings. Là, dans les projets de texte, et vous m'avez entendu en parler juste avant, ce qui est dit, c'est vous faites votre reporting sur le périmètre financier, et par ailleurs, si jamais il y a des sites pour lequel, du coup, ça va apporter cette fameuse fair presentation. Vous le donnez par ailleurs, mais vous ne le mettez pas avec. Et vous donnez, du coup, deux informations. Un, les émissions de gaz à effet de serre, contrôle financier, un peu à la mode du GAD protocole d'avant. Et par ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre des sites qui sont sous contrôle opérationnel, qu'ils soient détenus ou non. Donc, ça fait deux informations différentes et ça se rapproche davantage de ce qui était fait auparavant. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire.
cette notion de périmètre, elle est importante parce que là, du coup, il est quand même proposé qu'elle change. Un deuxième sujet sur le périmètre, c'est le sujet des leases. Je vais être succincte, mais avant, on suivait du coup on reportait du coup quand on était bailleur, on devait reporter les émissions liées du coup aux actifs, que ce soit des actifs qu'on détienne ou non. Et ce qui est proposé pour les bailleurs, là, c'est de la flexibilité parce qu'un bailleur, pour des sites qui sont du coup exploités par le preneur, et ces émissions-là pour le bailleur pourraient être reportées plutôt en scope 3 parce que exploitées par le bailleur. Voilà. Donc ça, c'est des dispositions assez importantes dans les nouvelles normes sur le périmètre. Je ne détaille pas les autres, mais malgré tout, vous voyez qu'il y en a quand même d'autres. On va passer au slide suivant. Donc, ensuite, sur l'analyse de double matérialité, alors vous voyez qu'il y a des précisions qui ont été apportées avec un accent où, du coup, la nouvelle norme insiste beaucoup sur la possibilité d'avoir une approche top-down ou bottom-up et de ne pas forcément, quand l'analyse est évidente, de ne pas avoir à scorer tous les tous les horizons de temps, etc. Donc, il y a une approche pragmatique qui est apportée. Il y a également le fait que la liste des topics, il est clairement mentionné qu'elle serait illustrative, indicative et pas obligatoire. Ensuite, il y a beaucoup de débats en ce moment sur ce qui est écrit dans la norme sur le sujet brut versus net dans cette analyse de double matérialité. Je ne vais pas m'étendre ici, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un field test en cours et qu'il va falloir que l'EFRAG clarifie ce qui a été écrit, parce que si on prend deux personnes différentes, ces deux personnes différentes ont compris des choses différentes dans ce qui a été écrit sur cette notion de grosse net. Donc, il y a un vrai travail de pédagogie qui est en cours côté EFRAG. Il y a une clarification de ce que sont du coup, et de ce que ne sont pas les impacts positifs. Et donc, par exemple, que la compliance avec la loi n'est pas un impact positif. Et également, un point important, et là, c'est la dernière boîte grise, la notion de matérialité de l'information a été étendue également à tout ESRS2, c'est-à-dire que ce chapeau de matérialité de l'information est applicable à l'ensemble du reporting, et cette notion de matérialité de l'information est extrêmement importante. Ensuite, on passe au slide suivant. Ce slide est presque le plus important, je dirais, parce que les allègements des exposure drafts proposent ce qu'on appelle donc des reliefs. Dans les reliefs, il y en a un qui fait beaucoup de bruit, qui est tout à fait légitime, qui est de prendre le temps de pouvoir comptabiliser les acquisitions, enfin les mouvements de périmètre, en fait, les acquisitions et les cessions. Donc, vous voyez, ça a pris en compte tous les commentaires des entreprises sur le fait qu'il faut avoir du temps, et on peut reporter la prise en compte de ces opérations dans le temps. Ensuite, un autre allègement, c'est la notion de undue cost and effort. Ça aussi, c'est un allègement extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce principe, il va permettre aux entreprises de ne pas fournir certaines informations si leur collecte ou leur traitement, elle représente un coût ou un effort disproportionné pour les entreprises. Alors évidemment, c'est sous réserve de conditions, mais cette introduction de ce relief chapeau, elle est majeure. Voilà. Et également, du coup, troisième petite ampoule, là, sur le calcul des métriques, il y a l'introduction de la possibilité pour des activités, par exemple, ou des géographies non significatives, de les exclure si ça n'altère pas du coup, la pertinence de l'information. Voilà. Ensuite, on peut aller au slide suivant. Dans les autres changements, on a évidemment du coup des propositions sur des changements de la structure des normes. Alors, je pense que le point majeur étant que tous les data points volontaires ont été supprimés. Ensuite, il y a eu un gros travail d'articulation qui a été fait. Ensuite, sur les autres sujets de structure, pour la lisibilité, il y a l'introduction de pouvoir du coup faire un executive summary au début qui donne une bonne vision stratégique
des impacts, risques et opportunités de l'entreprise et de ses plans d'action. Donc ça, c'est des pratiques qu'on a déjà vues en cette première année, mais ça généralise la possibilité de le faire. Le fait de pouvoir avoir des annexes également. Et puis, on a également en débat, troisième petite ampoule, notre sujet sur les Anticipated Financial Effects. Alors là, c'est plus une question de consultation côté EFRAG qui a demandé l'avis aux parties prenantes sur comment est-ce qu'ils voyaient le reporting sur les Anticipated Financial Effects avec une option 1 et une option 2 qui est plutôt dans le qualitatif pour l'option 2. Donc ça, il va falloir suivre l'évolution suite à la consultation. Ensuite, on peut aller au slide suivant. Je vais aller très vite parce que côté climat, pollution, eau, biodiversité, économie circulaire, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très spécifiques. Et l'idée de ce matin, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans tous les sujets. Donc, je n'en citerai que 2 ou 3. Donc, sur le climat, je me répète, mais on a un vrai sujet du coup de changement de l'approche sur le périmètre avec la manière de reporter les émissions de gaz à effet de serre. J'en ai dit un mot avec notre histoire de contrôle opérationnel. Voilà. Un point important qu'on a noté, c'est que dans les projets de texte, et ça a été remonté à l'EFRAG, ils ont supprimé la définition de net zéro. Voilà. Ensuite, dans les sujets de biodiversité, le plan de transition, du coup, il serait à donner si l'entreprise a un plan de transition public. Voilà, donc cette condition, elle est quand même importante, je pense, et intéressante, et je sais qu'elle a soulevé des questions. Voilà, et ensuite, l'introduction de la notion Key Materials côté E5. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que concernant tous ces changements côté topical standard, il y a un certain nombre de questions et de mises en musique en pratique qui ont été remontées à l'EFRAG avec des définitions qui manquent encore de clarté, etc. Et donc, on va suivre tout ça. Et côté social, peut-être un point qu'on voulait vous mettre en exergue, c'est notamment le seuil pour les significant employment dans les pays qui a été changé. Et du coup, le seuil ayant été changé, on voulait vous pointer que pour certaines entreprises, ça va simplifier le travail. Pour d'autres entreprises, ça va rajouter du travail. Donc ça, c'est aussi un des points qui a été remonté à l'EFRAG. Et ensuite, côté G1, à titre d'exemple, il y a plusieurs data points qui ont été supprimés. Et notamment, du coup, les notions de délai moyen de paiement. Donc, je pense qu'on a fait un premier tour d'horizon qui vous donne au moins des exemples des propositions de ces normes de l'EFRAG. On reviendra plus en détail, nous, lors de l'événement du 6 novembre, comme nous l'avons dit en introduction. Un point sur les slides suivantes, c'est qu'on a beaucoup de questions pratiques qui sont soulevées, et donc je reviens à la question principale qui est: est-ce que je peux anticiper l'application du Set1 dès mon reporting FI 25? Et vous m'avez bien entendu tout à l'heure, la réponse est en théorie non, mais ne nous mettons pas d'œillères, il y a quand même des choses qui sont plutôt de l'ordre de la clarification et qu'on pourra appliquer dès cette année. Voilà. Pour la suite, on peut aller sur le slide suivant. On vous a mis ici un espèce de récap de ce que nous avons dit pour pouvoir se projeter dans le temps. Alors là, on est pour les entreprises de vague 1 en disant qu'est-ce qu'on peut faire à FI 25, qu'est-ce qu'on peut faire en FI 26, FI 27. Ça, c'est des choses qu'on a expliquées juste avant, donc je ne vais pas les détailler, mais ça vous permet d'avoir une slide de synthèse. Et ensuite, on a la slide pour les entités de vague 2, où on a fait un peu le même exercice. Et là, ce qu'on est en train de dire pour les entités de vague 2, c'est qu'il y a un champ des possibles avec différentes options qui existent. On l'a dit en introduction, avec la possibilité évidemment d'étaler l'effort, de faire un reporting volontaire avec différents niveaux de granularité. Est-ce que je fais les ESRS en anticipé? Est-ce que je les fais partiellement? Est-ce que je fais un simili DPEF? Est-ce que je choisis des indicateurs? En tout cas, il y a une boussole qui sera la pertinence du référentiel choisi.
et c'est Anne qui nous en dira un mot dans les minutes à venir. Donc, on passe à la partie opérationnelle avec nos convictions. Je vais laisser la main à Marion Houry, qui se concentrera particulièrement sur les entreprises qui ont déjà appliqué la CSRD l'année dernière. Et ensuite, nous aurons Anne Parentier, qui nous parlera du coup de ses bons conseils, de ses recommandations pour les entreprises qui n'ont pas encore appliqué la CSRD. Marion, the floor is yours. Merci Anne, bonjour à toutes et à tous. Donc pour commencer sur les perspectives 2025 pour les groupes de la vague 1, donc qui ont déjà publié comme l'a dit Anne, on va commencer quand même par refaire un petit tour sur 2024. Donc on peut passer à la slide suivante, simplement pour rappeler le contexte et pour vous donner un premier message de ce qu'on a pu observer. Donc cette première année d'application obligatoire de la CSRD, notamment pour les grands groupes côté français, n'a pas été forcément une première année d'application obligatoire pour tous les grands groupes cotés au sein de l'Union européenne. Donc, ce qu'on note sur cette slide, c'est qu'en effet, on a 9 membres qui n'ont pas transposé la CSRD ou en tout cas pas intégralement, ce qui a nécessairement créé des disparités dans les obligations. Mais quand on utilise l'une des études qu'on a pu faire, un benchmark sur plus de 600 rapports, donc pour ces 600 rapports, peut-être simplement là un petit message, on a utilisé l'intelligence artificielle, donc comme toujours, il peut y avoir des biais, mais sur 600 rapports, la tendance reste exploitable. On a pu observer sur ces 600 rapports publiés donc au sein de l'Union européenne que 32% étaient publiés volontairement par des entreprises donc situées dans des États membres qui n'ont pas transposé, qui n'avaient pas transposé, ou par certaines entreprises, même si c'est un nombre assez faible, qui sont dans des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Et parmi ces 32%, c'est près de 70% qui ont été émis, ces rapports de durabilité, par des sociétés allemandes ou néerlandaises. Donc, quels enseignements on peut en retirer? C'est notamment que les entreprises qui avaient commencé à se préparer et qui étaient dans ces pays-là ont souhaité publier ce reporting avec en plus un niveau d'assurance limité dessus pour la quasi-totalité d'entre elles, et parce que nécessairement derrière il y avait, même s'il n'y avait pas de transposition, une attente des parties prenantes, qu'elles soient externes ou internes. Et cette tendance-là, c'est finalement quelque chose qu'on a pu retrouver au sein d'une étude qu'on a publiée récemment, qui est donc notre Global Sustainability Reporting Survey, que vous pourrez retrouver par ailleurs sur le site de PwC, et qui montre aussi que sur près de 500 répondants de groupes qui ont publié cette année, soit en suivant la CSRD, soit en suivant les normes de l'ISSB, et en réalité, pour la grande majorité, les attentes des parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, ne changent pas, voire augmentent. Et puis, pour chacun d'entre eux, la grande majorité aussi souhaite continuer à publier un reporting, que ce soit dans les délais initiaux ou dans les délais revus par Stop the Clock. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut passer à la slide suivante. Encore un petit mot sur 2024 pour vous présenter quelques chiffres sur ce qui a pu se produire et ce à quoi vous avez été également confrontés. Donc, on parle souvent du nombre de pages, mais ce nombre de pages, il vient de beaucoup de choses. Et entre autres, donc là, c'est l'évolution que je souhaitais vous présenter en termes de chiffres. Au sein de l'état de durabilité, donc on a en réalité 4 parties, mais 3 grands thèmes: environnement, social, gouvernance. On a jusqu'à 10 enjeux en fonction des résultats de la double matérialité, changement climatique, pollution, personnel de l'entreprise, éthique des affaires. Et on peut aller après jusqu'à plus de 90 sous-enjeux et sous-enjeux, quand on va au niveau de l'eau, prélèvement de l'eau, rejet de l'eau, etc., etc. Et une fois qu'on a ces 90 sous-enjeux, on a des politiques, des processus, des actions et des cibles et des indicateurs et des tableaux réglementaires à venir discloser et présenter pour répondre à tout ceci. Donc nécessairement, c'était une demande qui était importante avec les ESRS et qui a eu un effet inflationniste sur le nombre de pages qu'on vous présente ici, qui est passé de 97 à 131 sur un panel qui est donc le CAC large 60. Mais au-delà de ce nombre de pages, ça a aussi impliqué, et c'était déjà un petit peu le cas avec la DPEF, mais
la mobilisation d'équipes importantes au sein des directions environnementales, des directions juridiques, des directions des ressources humaines, de la finance également. Donc, une multitude de contributeurs qui ont dû travailler ensemble, travailler chacun leur partie pour au final tout assembler et faire un rapport de durabilité. Et ça a pu se ressentir également au niveau de ce qu'on a lu dans les états de durabilité. Donc, le constat, et on peut passer aussi à la slide suivante, c'est que dans la lecture des premiers états de durabilité, les groupes français ont joué le jeu. On a vraiment des états de durabilité bien travaillés. On voit tout l'effort qui a pu être déployé pour les faire. Et on retrouve finalement un rapport qui a été très axé sur la conformité, et c'est normal pour une première année. Le point, c'est de se dire, du coup, maintenant, on est en 2025 et comme Anne et Axel l'ont présenté, on est sur un périmètre réglementaire qui reste relativement équivalent avec des textes en discussion qui peuvent pour certaines parties être déjà applicables, voire être anticipés, mais théoriquement, une bonne partie où on attend l'an prochain pour appliquer notamment Content. Donc, on est sur une certaine stabilité. Et que fait-on en 2025? Peut-être avant de passer sur l'axe reporting, l'un des messages et aussi qui est venu de discussions qu'on a pu avoir avec nos clients, c'est qu'en réalité, l'an dernier, le reporting a mobilisé beaucoup les équipes et l'un des écueils était que ça avait probablement utilisé le temps qui aurait pu être déployé sur les actions et la mise en œuvre de ces actions et l'atteinte de certains objectifs, plutôt à la réponse à cette exigence réglementaire. Donc, évidemment, 2025, c'est aussi l'année où peut-être on reprend et on remet beaucoup d'énergie sur déployer les actions, identifier les bons leviers et aller remplir sa feuille de route pour atteindre les objectifs, notamment à horizon 2030. Si on revient au reporting, nous, on a identifié 3 principaux leviers pour faire que ce reporting, qui est aujourd'hui beaucoup un exercice de conformité pour beaucoup d'entreprises, aille de plus en plus vers un outil de communication et un outil au service de la stratégie et notamment la stratégie de durabilité. Donc, quels sont ces 3 leviers? Le premier, donc stratégie et communication. Dans celui-ci, l'idée, c'est de dire, on va venir rapporter un peu plus de cohérence et de lien entre justement cette stratégie qui est communiquée par les groupes et l'état de durabilité. Donc, revenir intégrer la singularité du groupe au sein de l'état de durabilité. Et parfois, ça peut passer par des choses simples comme renommer certains titres plutôt qu'information environnementale, quelque chose de plus parlant par rapport aux piliers principaux des stratégies des groupes. Gagner en pédagogie, donc c'est le deuxième mot après la singularité, la pédagogie sur les informations clés. Là encore, parfois, il y a tellement d'informations que peut-être le lecteur peut se perdre. L'idée, ça peut être d'intégrer des petits tableaux récapitulatifs en introduction, des parties thématiques pour rappeler les enjeux clés, les politiques clés, les actions clés avant de les détailler davantage. Et le dernier mot, rationaliser. En effet, première année, c'est normal et les ESRS avaient des demandes assez importantes. On peut retrouver parfois des redondances, parfois des informations qui peut-être sont détaillées un peu trop par rapport à d'autres. Et donc, l'idée, c'est de venir rationaliser tout ceci, bien sûr, sans porter préjudice à la fluidité dans la lecture. Donc, ne pas en supprimer trop non plus pour ne pas perdre la lecture. Ensuite, le deuxième pilier, la qualité et la fiabilité de la donnée. Ici, ça va également avec l'idée que ce reporting va devenir récurrent et donc répétitif finalement chaque année, et donc aussi de gagner dans le processus. Et quand on gagne dans la formalisation et dans l'automatisation de ce processus et dans les outils, on gagne nécessairement aussi en qualité et fiabilité de la donnée. Et donc, ça passe ici par l'automatisation de la collecte des données, souvent par des outils, la formalisation des processus et donc aussi de la cartographie des différents outils que j'évoquais, et enfin le développement et les réflexions sur le contrôle interne à mettre en place.
Le dernier levier, parce qu'évidemment, on reste quand même sur un exercice de conformité, même si je vous parle de stratégie de communication. Donc, c'est de travailler toujours cette conformité et les engagements de progressivité qui ont pu être pris en première année, puisqu'en effet, un certain nombre de groupes et ont été très transparents au sein de leurs états de durabilité, ont été confrontés à certaines difficultés, que ce soit en termes de périmètre ou en termes de collecte de certaines informations très précises. Et donc, l'idée, c'est de poursuivre les efforts de conformité, notamment sur les sujets les plus clés pour les groupes, en fonction des groupes et de leurs industries, de garder nécessairement un certain pragmatisme, puisque c'est tout l'objet de ce webcast aujourd'hui. On est dans une situation où certaines choses sont quand même en discussion. Et puis, bien sûr, prendre en compte les recommandations et les discussions que vous avez pu avoir avec vos vérificateurs sur les sujets les plus prioritaires et donc avoir aussi cette progressivité de ce côté-là au sein de vos états de durabilité. Donc, voilà pour moi sur les perspectives 2025 et je crois que je passe la main à Anne pour plus précisément les groupes de vague 2. Merci Marion. Donc en effet, quand on regarde maintenant les groupes de la vague 2, donc ces groupes se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut commencer? Si oui, par où? Quels sont les chantiers qu'il faut prioriser? Comment on les cadence? Et on a résumé ça donc en 4 questions clés. Et peut-être le premier message qui est sûrement le plus important, c'est finalement, qu'importe la vitesse à laquelle vous allez avancer sur ces sujets de durabilité, l'important, c'est de poursuivre vos efforts et de faire preuve de progressivité. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes des ETI, vous êtes au cœur de l'économie de notre pays et vous êtes les acteurs de la transformation environnementale. Donc, vous engagez dans une démarche, surtout que ça va être une démarche volontaire, ce n'est pas pour faire un joli reporting. C'est d'abord parce que ça va nourrir votre stratégie d'entreprise, parce que ça vous crée un avantage concurrentiel et parce que ça rend compte de la transparence, ça rend compte de votre stratégie RSE, de votre résilience au regard du changement climatique, au regard des sujets de tension de ressources. Ce que nous disent par ailleurs nos clients, c'est aussi qu'ils souhaitent maintenir un reporting. Donc, pour ceux qui ont déjà un reporting du type DPEF, ils veulent maintenir un processus de reporting, puisque faire du stop and go, c'est souvent plus chronophage que de maintenir quelque chose et de le faire progressivement évoluer vers l'état de durabilité. La deuxième question qu'on se pose, c'est mais faire ce reporting très bien, mais pour qui? Pour qui les clients qui se lancent dans ce reporting volontaire le font? C'est avant tout pour leurs parties prenantes. Les clients, les financeurs, les investisseurs, les agences de notation. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Et nos clients nous sollicitent pour les aider à structurer leur démarche RSE parce qu'ils ont des demandes de leurs financeurs, des demandes de transparence, des demandes de rendre compte de leurs actions, de leurs progrès, parfois parce qu'ils ont des financements qui comportent des critères ESG et qu'ils ont besoin de montrer leur démarche, leur progrès, de présenter ces indicateurs. Et donc, ce rapport volontaire va répondre à ce besoin. Parfois, ils peuvent être dans la chaîne de valeur de fonds d'investissement. Là, le client avec qui je travaille en ce moment va produire son premier rapport volontaire en réponse à la demande de son actionnaire, de son investisseur. Et ces situations, en fait, elles peuvent avoir différentes répercussions sur la question de est-ce que j'ai besoin d'un rapport d'assurance sur cette publication volontaire ou non. Ça va dépendre des cas spécifiques que je viens de citer. Soit on est dans le cas d'une banque qui réclame ce rapport, soit l'actionnaire, l'investisseur souhaite avoir une forme de confiance sur ce qui est publié et donc besoin d'un rapport d'assurance. On a aussi des ETI qui vont être dans la chaîne de valeur amont ou aval de grands groupes qui sont soumis à la CSRD et qui eux-mêmes sont engagés dans des démarches qui tirent leur chaîne de valeur vers la transition. Et ça les amène là aussi à demander à leur chaîne de valeur de la transparence, de rendre compte de leurs actions par ce rapport volontaire. Et puis le dernier cas, c'est peut-être préparer un rapport volontaire pour éviter
d'avoir à répondre aux différentes demandes d'agences de notation, d'organismes comme EcoVadis, de différents questionnaires. Ça permet de synthétiser votre démarche, vos actions, votre état des lieux dans un document que vous transmettez. Autre question, et c'est la grande question du moment, hein, c'est le quoi. Qu'est-ce que je publie ? C'est une question qui pose beaucoup d'inquiétudes chez les ETI. Et là vraiment, je vous rassure, vous avez le temps. Vous avez cette chance de pouvoir étaler votre effort puisque vous êtes dans une démarche volontaire. Vous savez pour qui vous faites ce rapport, pourquoi vous le faites. Et donc, ce qui est important à notre avis, c'est de se concentrer sur vos sujets clés, sur les enjeux de résilience de votre entreprise et de déployer progressivement votre feuille de route et d'en rendre compte. Le quoi, ça pose aussi la question du référentiel. Anne et Axel, on en parlait tout à l'heure. Vous avez beaucoup d'options possibles. Vous avez la possibilité de poursuivre avec le référentiel des PEF, d'utiliser les normes ESRS, d'utiliser VSMI. Donc finalement, là aussi, c'est un choix que vous allez faire, un choix d'entreprise. Et c'est à vous de placer le curseur là où ça représente pour vous un effort raisonnable, tant que, là aussi, vous respectez la règle clé, qui est la règle de la pertinence. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'impliquer votre auditeur, ça peut être utile pour justement qu'il puisse apporter ce regard extérieur, ce regard de benchmark de ce qu'il peut voir dans l'environnement actuel pour vous accompagner, vous apporter des recommandations. D'ailleurs, sur ce sujet de vérification du rapport volontaire, là aussi, hein, vous avez toute latitude et c'est encore une fois un choix de votre entreprise. Hein, rien n'est obligatoire. La vérification n'est pas obligatoire. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est à vous donc de juger au cas par cas de la pertinence et des indicateurs que vous souhaitez faire vérifier. Alors, le comment. Bon, on a vu pour qui, on a vu quoi, on a vu pourquoi, mais concrètement, comment on va s'y prendre ? Donc, on va poser ici l'hypothèse qu'on a 2 années pour se préparer. Et vous l'avez bien entendu tout à l'heure avec Anne, hein, il y a des discussions en ce moment sur les seuils. Donc, soit l'entreprise est dans les seuils. Si elle n'est pas dans les seuils, elle est dans quelque chose de volontaire. Mais finalement, la question est toujours là, en fait. Hein. Quelle roadmap pour étaler vos efforts et prioriser les chantiers ? Donc, on peut passer à la slide suivante et vous allez voir... on a préparé un exemple de roadmap à 2 ans. Donc, bien évidemment, c'est un exemple. Et ce projet, il va pouvoir se déployer à une vitesse qui va être différente selon que vous avez déjà une DPEF ou que vous partez d'une page blanche. Alors, notre première conviction, hein, c'est que le plus important, c'est de parler des bons sujets. Les sujets qui sont importants. Et ces sujets, vous allez les identifier grâce à l'analyse de double matérialité. C'est selon nous la pierre angulaire hein, qui permet de se poser les bonnes questions et de positionner les sujets au bon niveau de gouvernance. Cet exercice d'analyse de double matérialité va aussi vous permettre d'ouvrir le dialogue avec vos parties prenantes, votre chaîne de valeur et d'intégrer en fait leur perception de vos enjeux. Après, il y a différentes manières de faire son analyse de matérialité. Il y a des façons plus ou moins granulaires et il y a aussi des manières très simples en fait qui sont basées sur finalement quels sont les sujets qui sont évidents en fonction de mon secteur d'activité. Et cette analyse de double matérialité, vous l'avez vu, selon les référentiels, elle n'est pas obligatoire, mais notre conviction, c'est qu'elle est extrêmement utile au niveau des messages, au niveau de la gouvernance, au niveau de la priorisation de votre stratégie. Tout ce travail, finalement, il n'a pas uniquement vocation à faire un joli document, un joli rapport volontaire. Hein, ça a bien pour but d'identifier les sujets clés, de les acter avec la gouvernance et de les décliner sur un horizon. Donc, l'horizon que vous allez fixer, mais si on se positionne dans le contexte de la CSRD, on va les positionner sur 2 ans et on va venir décliner donc, nos actions à court, à moyen et à long terme. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse, il y a un certain nombre de sujets qui apparaissent, de questions autour de la gouvernance des enjeux qui sont stratégiques. On va voir plusieurs questions qui vont émerger. Quelles sont mes politiques? Quelles sont les actions qui sont clés? Quels sont les indicateurs qui sont existants? Et ce moment, ça va être aussi l'occasion de re-questionner certaines politiques. Est-ce qu'elles s'appliquent vraiment à l'ensemble de mon groupe? Est-ce qu'elles sont toujours pertinentes?
de revisiter certains indicateurs et là aussi de se demander s'ils sont toujours pertinents. C'est-à-dire, est-ce qu'ils seront lisibles demain dans un environnement normé? Donc, ce premier tri, il va vous permettre de faire cet état des lieux et de positionner votre feuille de route. Encore une fois, donc, si on est sur la première année, on ne pourra pas mener tous les chantiers de front. On ne pourra pas travailler en même temps les politiques, les outils, les cibles, et il faudra prioriser et se demander par quoi je commence. On a identifié, nous, 2 axes de flexibilité. La priorisation des sujets qui vont être clés, qui vont être issus de votre analyse de double matérialité, le climat, la pollution, l'eau, les effectifs, les clients, les consommateurs, mais aussi une deuxième clé de lecture qui est le niveau d'ambition et de granularité qu'on va se donner pour travailler sur des politiques, des plans d'action et des cibles. Une fois que tous ces éléments sont clarifiés, là, vous pouvez vraiment vous lancer dans l'exercice de transparence en structurant votre document autour de votre gouvernance RSE, les résultats de votre analyse de double matérialité, les politiques qui sont en place, les actions clés de l'année, les cibles, le cas échéant, et consolider vos indicateurs. Là encore, un point important, cette consolidation de ce premier document, elle ne sera pas la même si on avait déjà une DPEF ou si on partait d'un reporting inexistant. Rappelez-vous, comme on est sur un exercice volontaire, c'est à vous que revient l'ensemble de ces choix et le niveau d'ambition qu'on donne à ce document. La deuxième année, donc votre exercice 2027, il va lui être plutôt axé sur la consolidation, sur le fait d'aller plus loin. D'aller plus loin sur différentes dimensions, sur les sujets traités, donc peut-être d'élargir le champ des sujets sur lesquels vous allez donner de l'information à vos parties prenantes, peut-être de nouvelles politiques qui vont être déployées, de nouvelles cibles. Et puis, je dirais, derrière le rideau, la deuxième année, c'est aussi l'année où vous allez travailler la solidité de la donnée. Donc, tout ce qui va toucher au contrôle interne de cette donnée, peut-être amorcer des premières réflexions sur l'outil qui va venir structurer, qui va venir cadrer ces données, élargir votre périmètre de reporting pour progressivement l'aligner avec le périmètre de l'information financière, et tout ça avec pour objectif de pouvoir sereinement publier votre premier état de durabilité début 2028. Donc, l'année 2, c'est l'année de la consolidation avec la poursuite du déploiement de votre stratégie RSE, de votre feuille de route, et le travail sur la donnée. Je la rends plus robuste, j'étends le champ de mon reporting, je fais converger mon périmètre vers le périmètre des états financiers. C'est aussi peut-être à ce moment-là où, selon l'importance qu'elle revêt pour votre secteur, pour le secteur de votre entreprise, que vous pourrez vous poser la question de lancer ou non des travaux sur la taxonomie. Donc voilà notre proposition d'étalement pour creuser les sujets de durabilité prioritaires et aborder sereinement la première publication de votre état de durabilité. Donc tout ça en impliquant tout au long du projet la gouvernance de l'entreprise et bien entendu votre auditeur. Merci beaucoup Anne, merci Marion. Je pense que cet éclairage était très important. Alors, on arrive en bout de cet événement aujourd'hui. On a reçu énormément de questions dans notre chat. Ce que je vous propose, c'est qu'il y a différentes typologies de questions. Il y a des questions qui sont extrêmement spécifiques au cas particulier de l'entreprise, avec des cas de filiales situées dans certains pays ou de questions très précises sur des modalités de reporting dans un certain contexte de l'entreprise. Là-dessus, je vous propose de vous rapprocher de vos interlocuteurs PwC habituels si vous en avez. Et si ce n'est pas le cas, nous nous tenons à votre disposition avec Marion, Anne, Axel et moi, et n'hésitez pas à nous contacter. Ensuite, il y a quelques questions qui peuvent intéresser le plus grand nombre et qui ont été reposées dans le chat, auxquelles je pense et j'espère nous avons répondu. Ça, c'est la deuxième typologie de questions. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous conseillez aux entreprises qui n'ont pas encore appliqué la CSRD de se préparer avec les exposure draft de l'EFRAG sortis en juillet
plutôt que la régulation actuelle. Donc ça, c'est la question qui nous a été posée. Et typiquement, je pense que cette question, on y a répondu dans la deuxième partie, notamment en évoquant toutes les options possibles et que du coup, il faut faire du cas par cas dans ces cas-là en fonction des objectifs de l'entreprise, des messages qu'elle veut faire passer. Mais en tout cas, il y a pas mal d'options possibles. Voilà. Et si on est très mature, ça peut être une option d'appliquer un référentiel, pourquoi pas, qui est assez proche des exposure draft des ESRS. Donc ça, c'était ma deuxième typologie de questions. Je pense qu'il y a un certain nombre auxquels on a répondu après que la question soit posée. Et puis ensuite, j'ai mon troisième bucket de questions où il y a des questions qui ont été posées et je ne suis pas sûre que le message qu'on ait fait passer était suffisamment clair. Je vais essayer de répondre à certaines d'entre elles. Donc, on a eu quel sera du coup le premier exercice où il faudra reporter les effets financiers pour la vague 1. Donc, typiquement, cette question, on a affiché le slide en tout début de présentation avec Axel. Grâce au quick fix, je le rappelle, il y a du coup de la progressivité et on a appuyé sur pause sur ces disclosures-là, effets financiers, et elles ne seront pas à donner pendant les exercices FI 25, FI 26, et du coup, elles le seront à partir de FI 27. Modulo également, attention sur ce sujet, le fait que les normes sont en révision et qu'il faut suivre de près qu'est-ce qui va sortir dans ces normes définitives, et notamment sur les sujets d'effets financiers. J'ai rapidement évoqué les différentes options qui étaient envisagées. Ensuite, on a également eu une question sur la taxonomie en nous demandant si le nouveau texte était bien applicable pour le reporting FI 25. Alors ça, c'est normalement, on a évoqué le point, on n'était peut-être pas suffisamment clair. Donc, la taxonomie, on a un nouveau texte qui est applicable dès ce reporting, mais ils ont souhaité laisser le choix à l'entreprise de l'appliquer de manière volontaire ou de ne pas l'appliquer en tout cas. Enfin, voilà, donc on a le choix, soit on l'applique, soit on ne l'applique pas. Et attention, j'ai évoqué tout à l'heure le sujet du cherry picking. Ensuite, on a reçu encore, il y a beaucoup de questions, donc j'en prends encore une dernière et n'hésitez pas à nous recontacter suite au webcast. Donc, pour le sujet Fair Presentation et la notion de périmètre, est-ce que ces notions de contrôle opérationnel ne s'appliquent qu'au sujet de climat ou est-ce qu'elles s'appliquent également au sujet sur les salariés? Et donc, dans les exposure draft des ESRS, la notion de contrôle opérationnel, elle est introduite sur le sujet des émissions de gaz à effet de serre, d'accord? Et cette notion relative aux salariés, elle n'est pas mentionnée. Et enfin, petite parenthèse, c'était déjà le cas dans les normes actuelles. Il n'y avait pas de contrôle opérationnel sur le sujet, sur les sujets S. Voilà. Bon. Malheureusement, je pense qu'en termes de temps, on a déjà dépassé ce à quoi on s'était engagé avec nos collègues. Je vous remercie vraiment pour toutes les questions que vous nous avez posées. Elles nous nourrissent. Peut-être un mot de la fin sur ce webcast. On a beaucoup d'actualités réglementaires avec Omnibus, avec un contexte mouvant, des incertitudes politiques, etc. Malgré tout, ce qu'on note, c'est que finalement, on avait plutôt des bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. Ces updates réglementaires sont plutôt, d'une certaine manière, des opportunités, de la flexibilité apportée aux entreprises et avec une direction côté simplification des normes qu'il faut suivre de manière attentive, mais qui vont dans le bon sens. Voilà. Donc, je vous remercie tous. Je vous rappelle la date du 6 novembre pour la journée PwC des reporting. Et également, si vous pouvez rester connecté quelques secondes après le webcast, il y a un petit questionnaire de satisfaction. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.